il va arriver. On va commencer parce qu'on a en fait une série d'auditions et donc du coup ça va nous mettre en retard pour les autres. J'espère qu'il ne va pas tarder. Bonjour à toutes et tous. Donc c'est comme d'habitude, il y a un captage vidéo de l'audition. Je remercie mes collègues d'être présents parce que nous avons des fidèles. Nous avons fait déjà beaucoup d'auditions. Et là, nous en enchaînons cet après-midi 3. Je vous remercie. Donc Madame Alexandra Prost, juriste au sein... Proust. Ah, c'était ça. Excusez-moi. Madame Alexandra Proust, juriste au sein de l'association donc la demeure historique. Voilà. Donc, cette semaine, nous aurons quand même 5 auditions, mes chers collègues, en tout. Hein. Donc, c'est la première... avant de lancer notre première table ronde, donc, vous avez dû... Je veux d'abord dire que vous avez reçu un message par rapport au déplacement que nous allons faire avec les dates 20-21 juin dans le Lot, 4 juillet à Tours, 11 juillet à Lyon, et nous ferons un déplacement à l'école de Chaillot également, qui vous sera signifié plus tard. Et j'espère, enfin nous espérons avec le rapporteur que vous y viendrez, nombreux et nombreuses. Donc aujourd'hui, nous commençons par auditionner 2 associations de propriétaires de monuments historiques ou de maisons de caractère. Donc je vous souhaite la bienvenue. J'espère que M. Gastebois, Raphaël, qui est président, lui, de l'association Vieilles Maisons de France, nous rejoindra plus tard. En tout cas, je pense que c'était important de vous entendre. Vous savez que vous êtes sur une mission qui parle, donc, qui étudie la mission des architectes de bâtiments de France, que c'est une initiative du groupe Les Indépendants République et Territoires du Sénat et qui ont désigné notre collègue Pierre-Jean Verselen comme le rapporteur. Donc, vos 2 associations vont nous apporter un point de vue que nos auditions ne nous ont pas encore permis d'entendre, celui des propriétaires privés de monuments, de jardins historiques, ainsi que plus généralement de maisons anciennes de caractère. Toutes 2 reconnues d'utilité publique depuis plusieurs décennies, elles accompagnent les acteurs du patrimoine, que sont les propriétaires privés, dans la mise en valeur et la conservation de leurs biens, et œuvrent plus largement à la sensibilisation des acteurs publics aux enjeux particuliers de la sauvegarde du patrimoine bâti privé. Nous aimerions comprendre comment, dans le cadre de ces missions que vous vous êtes données, vous avez affaire avec cet autre acteur majeur de la protection du patrimoine qui est l'architecte des bâtiments de France et derrière lui, bien sûr, l'ensemble des services des UDAP. Quelles sont vos relations avec les différents acteurs publics intervenant en matière de sauvegarde du patrimoine? Est-ce que vous pouvez bénéficier d'un soutien adapté de la part des architectes de bâtiments de France? Comment, selon vous, leurs missions sont-elles définies et exercées, notamment au regard des nouveaux enjeux de la protection patrimoniale, comme par exemple la prise en compte de la transition écologique? Vous nous donnerez, s'il vous plaît, votre avis pour amender éventuellement les différents outils juridiques encadrant l'urbanisme au voisinage des monuments historiques, dans des SPR ou PDA. Voici donc déjà une première série de questions, mais je sais que vous avez préparé un propos liminaire. On souhaite vous entendre d'abord. Voilà. Le questionnaire qui nous a été adressé jeudi. Parfait, c'est très bien. Donc voilà, et je pense qu'on va reprendre question par question. Voilà, d'une dizaine de minutes chacun. Et puis après, monsieur le rapporteur posera des questions. On verra si on arrive à entendre votre collègue tout de suite. Je vous laisse la parole, Madame Proust. Donc déjà, je voulais excuser, monsieur Lorgerie, le président, et monsieur Bayon de la Tour, donc vice-président, s'excusent de pouvoir être présents aujourd'hui. Ils sont pris par leurs occupations en province. Donc voilà, il me charge évidemment de représenter la demeure historique lors de cette audition. Donc la demeure historique, vous l'avez bien rappelé, est une association créée en 1924, donc qui fête ses 100 ans cette année et qui donc représente les propriétaires gestionnaires de monuments historiques privés et demeures remarquables. Donc on a vraiment ce cercle d'adhérents qui est très précis et qui regroupe des propriétaires et pas forcément des amateurs du patrimoine. Donc on est face à des utilisateurs des services publics en tant que gestionnaires de ce monument, avec effectivement la mission de le valoriser, de le conserver et surtout de le transmettre aussi dans un deuxième temps. Donc du coup, nous, les interlocuteurs, en tant qu'association de la demeure historique, les interlocuteurs, c'est évidemment le ministère de la Culture, c'est les parlementaires que vous représentez, c'est aussi d'autres services de l'État. Après, là, la mission, elle est surtout sur les ABF et les UDAP. Donc du coup, c'est vrai que ce sont nos adhérents prioritairement qui sont en lien avec ces services de l'État déconcentrés. Qui
voilà, ont plusieurs échelons, à plusieurs échelons leur rôle à jouer finalement dans la conservation du patrimoine aux côtés de nos adhérents. Donc ils sont en lien avec pour reprendre votre question sur qui sont les personnes en lien avec les adhérents, c'est avant tout bien sûr les UDAP, les unités départementales d'architecture et du patrimoine, et bien sûr les conservations régionales des monuments historiques, puisque les UDAP sont des unités de ces gros services. Voilà, donc ce sont de toute façon les guichets uniques pour la réception des autorisations de travaux. Donc bien sûr, ils sont en lien avec eux. Il y a cette partie travaux qui est très importante pour les adhérents, mais il y a évidemment aussi cette double casquette qu'ont les ABF de protection des abords et de l'environnement. Et donc là, les adhérents sont un peu moins en lien avec eux sur cette partie-là, puisque forcément, en général, alors sauf si évidemment la future construction se trouve dans les abords de leur monument et que ce sont eux les pétitionnaires et les porteurs de projets, mais souvent ça va être surtout des avis des ABF qui vont être donnés dans les abords de leur monument, mais dont ils n'ont pas forcément la main en tant que pétitionnaire de l'autorisation d'urbanisme. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre dans mes propos. Toi, oui. Les abords urbanisés des monuments, ce n'est pas tout à fait la même autorisation que pour les travaux. Alors ça, c'est pas la même autorisation, et surtout ils sont pas de la même, ils sont souvent finalement, on est dans les abords de leur monument, on va avoir un permis qui va être déposé dans les abords de leur monument, mais derrière, si vous voulez, ils n'ont pas la main puisque ce sont ni les pétitionnaires ni les délivreurs de l'autorisation. Et donc c'était pour parler aussi beaucoup du fameux recours contre les avis de l'ABF auprès de la DCRPA. C'est vrai que là, il n'y a pas vraiment d'enjeu puisque nos adhérents ne sont pas forcément les premiers à être impactés par ces décisions-là. Ils sont impactés en tant que propriétaires d'un monument si jamais la construction derrière impacte le monument, mais derrière, ils n'ont pas de recours préliminaire possible. Donc, ils ne peuvent pas, si vous voulez, ils ne peuvent pas attaquer l'avis de l'ABF. Mais c'est vrai que j'anticipe un peu peut-être sur la suite. Donc, en tout cas c'est vrai qu'ils ont affaire à eux au niveau des autorisations de travaux et au niveau, finalement, des abords et des périmètres délimités des abords. Mais ça s'arrête finalement là. Au niveau des travaux, si l'avis de l'ABF n'est pas celui qu'ils espèrent, là, ils peuvent quand même émettre un recours. Le problème, la question sur l'autorisation de travaux, si vous voulez, c'est que les monuments historiques, il y a deux niveaux de protection et donc deux niveaux de procédures spécifiques d'autorisation de travaux. La première, c'est pour les monuments inscrits, où on va avoir une double tutelle urbanisme, enfin une procédure urbanisme et une procédure patrimoine, où on va avoir un guichet unique qui va être la mairie, avec le permis qui va être déposé en mairie et qui va être transmis à l'ABF, qui va lui-même après le transmettre à la DRAC. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, l'instruction de l'autorisation sur un monument inscrit, même si l'ABF reçoit l'autorisation, a priori, il ne l'instruit pas, c'est transféré directement au niveau de la région, au niveau de la conservation régionale des monuments historiques. Et au niveau des monuments historiques classés, là, on n'a plus du tout la procédure au niveau de la mairie et au niveau de l'urbanisme. On est sur une procédure spécifique où le propriétaire d'un monument inscrit, classé, dépose son autorisation de travaux auprès de l'ABF qui va lui-même le transmettre à la DRAC. Enfin, ça, je suppose que de toute façon, vous avez... Et donc, c'est vrai qu'ils ont des fois des liens avec les ABF parce qu'ils déposent le dossier, mais en fait, l'instruction derrière va plutôt se faire au niveau de la conservation régionale des monuments historiques avec les ingénieurs, enfin les techniciens de la DRAC. Donc, voilà. Voilà. Ah oui, d'accord, donc je reprends les questions. Oui, je veux bien, merci. Ok. Du coup, donc la question, dans la deuxième question, vous nous demandiez si l'écosystème nous paraissait structuré de manière satisfaisante. La réponse, elle est non. Pourquoi ? Alors, pas au niveau du personnel, de la personne ABF en tant que telle.
pas au niveau de la personne ABF en tant que telle, mais plutôt au niveau du manque de moyens humains qui a été à plusieurs fois pointé sur ces services. Bon, ça a été pointé à plusieurs reprises par la Cour des comptes en 2021 et 2022. On avait déjà été auditionné à ce moment-là. Et c'est vrai que de toute façon, c'est pas tant sur l'organisation des services de l'État que sur le manque de moyens humains affectés qui permet à ces personnes de pouvoir faire leur travail de manière satisfaisante. Quand on voit le nombre de dossiers qui sont amenés à traiter chaque année, forcément, on se rend bien compte que le manque de moyens humains les freine un peu dans l'accomplissement, on va dire, de leur mission, au service tant des espaces protégés que... Bonjour. Monsieur Raphaël Gastebois, vice-président de Vieille Maison Française. Voilà. On a commencé l'audition, vous pouvez nous excuser, mais comme on en a d'autres qui s'enchaînent, on ne peut pas attendre. Voilà, merci. Donc voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est pas, l'organisation est un peu bancale, non pas forcément parce qu'elle est organisée comme ça, mais plutôt parce qu'il n'y a pas les moyens humains derrière les ABF pour assurer leur mission tant de protection des espaces protégés que d'aide aux propriétaires privés. Puisque, bon, malgré le fait, comme je vous le disais, qu'ils ne sont pas forcément les instructeurs des autorisations de travaux et des permis de construire, il reste quand même l'échelon de proximité indispensable pour les propriétaires, ne serait-ce que pour savoir... est-ce que c'est des travaux ou pas soumis à autorisation? Parce qu'il y a toute une partie des travaux sur monuments historiques qui ne sont pas forcément soumis à autorisation, ce qu'on appelle les travaux d'entretien ordinaire. Et c'est vrai que les personnes qui sont capables de dire si les travaux ou pas sont soumis à autorisation, c'est les services de l'État. Et donc c'est vrai que les propriétaires ont tendance des fois à se retourner vers l'architecte des bâtiments de France, vers qui ils vont demander est-ce que c'est des travaux ou pas pour lesquels je dois déposer une autorisation. Et c'est vrai que du coup, avoir le service de proximité permet des fois d'avoir des réponses peut-être un peu plus rapides sur certains dossiers, puisque c'est vrai que la réalité des chantiers privés de restauration des monuments n'est pas la même que sur des marchés publics. On est sur des marchés qui sont censés être un peu plus dynamiques, où on a un architecte qui suit quand même parfois le monument depuis un certain temps. On a besoin de phaser les travaux parfois assez urgemment. Et donc, du coup, c'est vrai que le temps long, des fois, qu'on observe dans ces services de l'État, nuit aussi à la mise en place des chantiers de restauration de travaux. Des chantiers et qui, donc, à terme, peuvent nuire à l'entretien du monument. Donc, voilà. Donc, le manque de moyens humains, ça nuit à ça. Et puis c'est vrai qu'il est important, je pense, peut-être de former un peu peut-être à terme les ABF sur la réalité aussi de la gestion d'un monument privé. Pour rappeler justement que la problématique des propriétaires privés n'est pas forcément la même que celle d'un maire. Bon, même si, pour le coup, un maire qui a une église à entretenir a des fois des problématiques qui sont plus proches de celles d'un propriétaire privé que d'un gros gestionnaire d'un établissement public, par exemple. Mais voilà, disons qu'on n'est pas dans les mêmes problématiques et on a besoin d'un peu plus de fluidité, peut-être, dans les rapports. Mais ça nécessite de blinder un peu les équipes, si je puis m'exprimer ainsi. Peut-être, pour finir sur cette dernière question, on ressent aussi beaucoup, il y a eu quand même une réforme en 2009, donc qui a beaucoup réformé la restitution, on va dire, de la maîtrise d'ouvrage aux propriétaires privés, on va dire officiels. Et donc les propriétaires privés sont maintenant les maîtres d'ouvrage des travaux, avec donc le fait que les ABF se sont un peu retirés ne sont plus les maîtres d'œuvre parfois des travaux. Ils restent maîtres d'œuvre, mais sur les monuments État. Donc les privés sont vraiment aux commandes de leurs monuments. Et c'est vrai que des fois, je pense qu'il y a peut-être des clarifications à faire sur le rôle de l'ABF, tout simplement, parce que même quand je vous expliquais tout à l'heure le rôle de l'ABF au sein des autorisations de l'instruction des autorisations de travaux, on sent que c'est pas forcément très clair. Et c'est vrai que les textes du Code du patrimoine parlent que les instructions, les permis ou les autorisations de travaux sont traités par le préfet.
sont soumis au préfet de région, donc c'est très large, hein, c'est évidemment les DRAC et peut-être les UDAP. Chaque DRAC, il faut savoir, a quand même sa liberté d'organisation, hein, le ministère de la Culture ne leur fournit pas vraiment de cadre type, hein, sur l'organisation. Donc c'est vrai aussi, ce qui est important de rappeler, c'est que chaque DRAC finalement s'organise un peu comme elle veut, comme elle le souhaite. Il y a une vraie liberté qui leur est donnée, hein, sur cette organisation. Et donc, c'est vrai qu'on peut supposer que les choses ne sont pas pareilles d'une DRAC à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut uniformiser. Je pense qu'il faut tenir compte, bien sûr, des spécificités locales, mais peut-être clarifier par rapport aux propriétaires privés, savoir à qui s'adresser en temps voulu pour avoir des réponses. Parce que ce n'est pas forcément l'ABF qui sera plus à même de répondre, comme ça ne sera pas forcément la CRMH. Voilà. Bon, ça, c'était sur la question 2. Bien. Si vous en êtes d'accord, nous allons vous donner la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Ça vous va? Monsieur Gastebois, c'est bon? Oui. Je vous remercie. Bien, alors je vous remercie de m'auditionner aujourd'hui. Je représente l'association Vieille Maison Française, qui est une association qui a été fondée en 1958 par la marquise Anne de Amodio, et qui est une association qui a vocation à rassembler très largement les amateurs et les passionnés de patrimoine, pas forcément propriétaires eux-mêmes, qui peuvent être soit propriétaires ou soit des gens qui s'intéressent de près au patrimoine. Et cette association a toujours, depuis l'origine, eu pour vocation de favoriser le partage, la transmission et la défense du patrimoine. C'est-à-dire, la défense du patrimoine, c'est aussi la sensibilisation et le fait de pouvoir non seulement défendre le patrimoine protégé, mais aussi, et surtout, c'est la vocation de cette association, de s'intéresser aussi au patrimoine non protégé. Alors souvent un patrimoine qui fait partie des abords des monuments historiques. Et c'est là qu'effectivement, il nous apparaît tout à fait intéressant de nous exprimer sur cette question du rôle de l'architecte des bâtiments de France, puisqu'effectivement, au-delà des monuments eux-mêmes, les abords sont souvent remplis de ces vieilles maisons françaises qui nous sont chères, et de ces édifices qui, n'ayant pas une protection en tant que telle, bénéficient de la protection au titre des abords. Et donc, effectivement, cette association, elle a aussi une particularité, alors que partagent d'autres associations, bien entendu, mais c'est qu'elle a une implantation territoriale très forte, puisque si notre siège est situé rue de l'Université à Paris, nous avons des délégués dans chaque département et aussi des délégués régionaux. Et à ce titre-là, ces délégués départementaux sont chargés d'animer des délégations locales qui rassemblent encore une fois des amateurs et des amoureux de patrimoine qui peuvent partager, visiter et promouvoir ce patrimoine français qui nous est cher. Je dis ce patrimoine français, mais ce patrimoine français au sens large et parfois à l'international, puisqu'on peut avoir aussi un patrimoine français à l'étranger et aussi des échanges importants avec des associations internationales. Et c'est aussi, je pense, dans la sphère privée, un rôle très important qui est celui des VMF, fort de ces 20 000 adhérents. Donc, ce réseau départemental et régional, mais qui, dont le niveau opérationnel est d'abord le niveau départemental, fait que on rencontre très fréquemment les acteurs de ce réseau départemental, que ce soit au niveau des autres associations, et nous avons avec nos amis des autres associations qui défendent le patrimoine ce groupe qu'on appelle le G7 et qu'on essaye d'animer et de faire vivre dans nos particularités d'association. Mais nous sommes aussi
en lien avec les services de l'État et avec les UDAP, donc ces unités départementales de l'architecture et du patrimoine. Alors, moi, ma particularité, il faut quand même que je vous le dise, c'est que j'ai commencé par travailler dans ces UDAP avant d'intégrer les VMF. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens des VMF quand j'étais de l'autre côté. Et puis, aujourd'hui, j'essaye d'apporter aussi mon expertise de relationnel entre associations et services de l'État. Et je pense que c'est tout à fait non seulement crucial, mais attendu par nos adhérents, qui sont demandeurs d'expertise, parce que même en étant très amateur de patrimoine, pour être pertinent quand on s'occupe d'un édifice, il faut avoir des éléments d'expertise. Du côté des services de l'État, effectivement, l'architecte des bâtiments de France est quelqu'un qui est un interlocuteur utile et transversal. Voilà. Alors, évidemment, je ne vais pas faire les questions avant de vous donner les réponses, mais la principale difficulté, c'est souvent la disponibilité de ces interlocuteurs, mais ce n'est pas la principale difficulté qu'on rencontre auprès de nos adhérents, ce n'est pas un problème ni de compétence, ni de pertinence. C'est vraiment les moyens qui sont donnés à ces services qui font que ceux qui voudraient les solliciter ont parfois du mal à pouvoir y accéder. Voilà. Je suis prêt à répondre à vos questions, bien entendu, mais peut-être que je vais rendre la parole pour le moment. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez. Vous aviez à peu près 10 minutes. Et puis après, je passerai la parole au rapporteur qui aura des questions pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez rajouter ? Écoutez, effectivement, la principale, je disais que la principale préoccupation de nos adhérents, c'était la disponibilité des services et de pouvoir y accéder. Et donc ça, c'est... mais il y a aussi quelque chose qui, dans la politique patrimoniale de la France, à mon avis, mérite d'être souligné, c'est le changement permanent. C'est-à-dire qu'on a finalement l'impression d'être un pays qui protège beaucoup, mais la réalité, c'est qu'on protège relativement peu. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de ces maisons remarquables et de ce patrimoine non protégé, que j'évoquais tout à l'heure, en réalité, il n'est protégé que parce qu'il est aux abords d'édifices protégés, sauf s'il se situe dans un secteur protégé en tant que tel, mais il y en a quand même relativement peu sur le territoire. Et on s'aperçoit qu'effectivement, cette protection avec les périmètres de 500 mètres, elle a réussi tant bien que mal à protéger des centres historiques à condition qu'il y ait un monument. Mais les entrées de ville sont parfois décrites, et c'est bien déplorable, comme la France moche, et ça c'est quelque chose qu'on déplore absolument, puisque nous sommes dans une situation où les efforts qui sont faits par les propriétaires de monuments, par les propriétaires d'édifices aux abords de monuments, sont parfois ruinés par les zones blanches, si je puis dire, situé entre le cadre rural et les centres anciens. Et là, effectivement, sauf à avoir un monument historique miraculeusement positionné au milieu d'une zone d'activité, on est dans un vide qui fait que... Alors il y en a quand même, je citerai l'hypermarché Carrefour à Sens, par exemple, construit par Claude Parent, les anciens magasins GEM. Ça, c'est un monument historique qui est au cœur d'une zone d'activité. Donc, vous voyez, ça peut arriver, mais c'est un miracle. Et on a quand même très peu d'exemples de zones protégées dans ces secteurs périurbains. Et ça, c'est quand même un vrai sujet de préoccupation. Par ailleurs, en termes de protection des paysages, on a aussi, finalement, les sites classés représentent assez peu du territoire français. Les sites inscrits sont peu protecteurs. Et la réalité, c'est que les perspectives monumentales échappent bien souvent à
à une véritable protection. Donc effectivement, le sujet du jour pour nous, c'est pas forcément de raboter les pouvoirs ou les missions de l'architecte des bâtiments de France, mais c'est bien de donner des moyens supplémentaires et d'interroger la protection du patrimoine en France avec un vrai besoin de stabilité. Voilà ce que je pouvais ajouter, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur. Oui, merci beaucoup de vos interventions. Vous faites un constat que quasiment tout le monde a fait depuis qu'on a démarré les auditions. Déjà, c'était pour bien comprendre ce que ça représentait, le nombre de monuments privés, de maisons, de jardins classés ou inscrits, enfin, le nombre en France. S'il y avait une représentation, enfin, si géographiquement il y avait s'il y avait des territoires vraiment beaucoup plus exposés que d'autres, mais c'est vraiment par curiosité. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes de classement? Est-ce qu'il y a des gens qui font des démarches auprès de vos associations pour pouvoir être classés? Là, c'est pour tout ce qui est curiosité. Hein. Est-ce qu'il y a quand votre bâtiment est classé, est-ce qu'il y a des aides possibles auxquelles vous pouvez être éligible pour avoir des travaux, et si oui, lesquels et comment? Est-ce que vous identifiez plus ou moins de ce type de lieux qui sont à l'abandon? Est-ce que vous avez un état des lieux à peu près au niveau national? Et puis mes deux questions étaient, un, sur celui de la transition écologique. Est-ce que vous êtes, ou en tout cas les propriétaires que vous connaissez, vous avez connaissance du fait que de plus en plus ils souhaitent utiliser des matériaux, etc., qui vont dans le sens de la transition écologique? Et ensuite, est-ce qu'il y a des travaux avec les CAUE? Est-ce que c'est un interlocuteur là où ils existent? En tout cas, est-ce qu'il y a des départements où ça fonctionne mieux que d'autres? Voilà, merci. Je me lance. Au niveau du nombre de monuments historiques, on a à peu près, alors je n'ai pas les chiffres en tête exacts, on remettra dans la petite note qu'on vous fera, mais on est à peu près sur 45 000 arrêtés de protection. Alors ça ne représente pas, c'est un peu une question qu'on a en suspens et on attend un peu d'avoir l'état sanitaire du patrimoine, le bilan sanitaire qui devrait être publié en septembre. Mais c'est vrai que ce sont des arrêtés de protection et on sait que les monuments historiques peuvent avoir plusieurs arrêtés de protection. On peut avoir une toiture protégée classée et un jardin inscrit. Voilà, donc on a 45 000 cumulés arrêtés de protection. On ne sait pas exactement le nombre d'unités patrimoniales que ça représente. On sait par contre qu'il y en a entre 45 et 47% qui appartiennent à des propriétaires privés, donc qui sont les premiers propriétaires de patrimoine derrière les communes, devant les communes qui sont après à peu près à 35%. L'État est, pour vous dire, à 5% en termes de propriété de monuments historiques. Sur les demandes de protection, nous, en tant qu'association, et je pense que les BMF, c'est la même chose, nous sommes également répartis en délégations régionales et départementales. Donc nous avons des représentants qui sont dans les CRPA, et notamment dans les sections qui traitent les demandes de protection au titre des monuments historiques. Donc nous sommes sollicités pour éventuellement appuyer ou en tout cas donner un avis dans le collège des associations sur ces demandes de protection. Et on a beaucoup de propriétaires qui nous sollicitent pour connaître les procédures, pour éventuellement avoir des aides pour la rédaction de dossiers de protection, que ce soit pour des inscriptions, éventuellement des classements, des extensions aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'on a un premier monument protégé et après on étend par exemple au jardin pour avoir une cohérence patrimoniale. Sur la transition. Alors peut-être que, Raphaël, vous avez des choses à rajouter sur mes premiers propos. Oui, alors sachant que pour moi, si je devais être le représentant des édifices non protégés, ce qui n'est pas le cas, puisque nous avons au VMF beaucoup d'adhérents qui ont aussi des monuments protégés, la question serait plus difficile, puisque on a effectivement 45 000 monuments historiques. Les édifices dont je parlais, qui sont situés aux abords des monuments, sont évidemment plusieurs millions. C'est l'identité patrimoniale de la France. Et c'est un nombre d'édifices considérable dont l'état est inégal. C'est-à-dire qu'on a effectivement des édifices qui sont en péril, d'autres qui sont très bien entretenus, l'entretien étant vraiment le maître mot. Et parfois, en fait, ce qui manque aux propriétaires, ce sont les clés pour pouvoir entretenir ces édifices. Plus qu'une mesure de protection en tant que telle. Alors évidemment, il y a des gens qui demandent des protections, mais le fait d'avoir les clés
de l'entretien, arriver à parvenir à entretenir son patrimoine, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose d'ancestral, basé sur des savoir-faire traditionnels qui sont basés sur des métiers qui méritent d'être promus et qui ne sont pas du tout des métiers disparus, hein, des emplois non délocalisables, vraiment une part très importante de l'économie. Et ça, c'est très important. Bien entendu, les gens veulent des aides. Mais avant d'avoir des aides, si on pouvait éviter d'avoir des obstacles, est-ce que ça ne serait pas formidable? Et les obstacles, aujourd'hui, sont nombreux, et sont de plus en plus nombreux. Et ils sont toujours, à chaque nouvelle politique, et chaque nouvelle politique est prétexte à un obstacle. Aujourd'hui, c'est la transition écologique, mais hier, c'était l'hygiénisme. Enfin, il y a toujours une raison. Et en fait, ce qui est terrible dans cette affaire-là, c'est que les propriétaires d'édifices sont à 200% sensibilisés à la transition écologique. Et ils ne sont pas des voyous de l'écologie, si vous voulez. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas fait d'isolation extérieure, qui n'a pas mis de panneaux solaires, qui n'a pas une pompe à chaleur et qui n'a pas de double ou triple vitrage, peut aussi être vertueux en matière d'écologie. Déjà, en n'ayant pas tous ces ustensiles-là, il a un bilan carbone qui est non négligeable, puisqu'il est propriétaire d'une maison qui est ancienne et amortie. Et s'il sait comment habiter sa maison, éviter de chauffer l'entrée à 20 degrés ou la cage d'escalier à outrance, s'il a une manière traditionnelle d'habiter dans sa maison, il va déjà être très économe en matière d'énergie. Deuxièmement, s'il utilise des matériaux traditionnels qui sont par définition biosourcés, etc., il va être aussi extrêmement vertueux. Sauf qu'aujourd'hui, il est très compliqué de pouvoir être dans les clous de la réglementation tout en ayant une attitude vertueuse sur son patrimoine. Donc c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est très important, que nos adhérents ne sont pas du tout des autruches en matière de rénovation énergétique ou de transition écologique. Comme autrefois, enfin comme il y a quelque temps, ils n'étaient déjà plus des autruches en matière d'accessibilité. Enfin voilà, il y a des sujets qui sont tout à fait... Et la question est inverse, s'ils veulent le faire, est-ce qu'ils sont bloqués? C'est plutôt ça. Alors s'ils veulent le faire... Est-ce qu'ils sont bloqués? Ils le sont, oui, puisque parfois on leur impose des mises en œuvre et des entreprises qui n'ont pas forcément les compétences, mais qui ont l'agrément, et des mises en œuvre qui sont contradictoires avec le bâti ancien. Je citais l'exemple de l'isolation par l'extérieur. Pour un bâtiment construit avant 1948, c'est une date un peu arbitraire, mais qui correspond à peu près au basculement de l'architecture traditionnelle à l'architecture moderne. Pour une maison ancienne qui a les pieds dans l'eau, qui a les pieds dans la nappe phréatique, et qui a un équilibre fragile, des échanges gazeux qui permettent d'évacuer l'humidité vers l'extérieur, etc., faire une isolation par l'extérieur, ça veut dire condamner à mort sa maison sous 15 ou 20 ans. Et donc... voir de l'argent public investi ou de la défiscalisation ou même des injonctions à faire ce type de travaux-là, ça nous semble aberrant. Et on est ravi quand un architecte des Bâtiments de France met un avis défavorable au titre de la défiguration de la façade. Mais là se crée un malentendu, puisque parfois la personne ou l'élu local croit que l'ABF ne réagit que par rapport à des questions esthétiques. Et en réalité, il y a un vrai problème technique qui risquerait d'être... mis en œuvre si on allait jusqu'au bout de ce type de projet. Donc voilà vraiment un exemple de ce qu'on peut trouver comme problème. Alors, je me permets de rebondir sur ce que vous disiez. Alors en termes de transition énergétique pour les monuments, parce que je suppose que vous parliez quand même des espaces protégés, surtout SPR, sur les monuments historiques, alors évidemment les normes ne sont pas les mêmes. L'isolation à l'extérieur, évidemment, pas du tout audible, forcément. Il y a des travaux qui sont en cours
pour essayer de voir comment on peut... parce que le principe, c'est quand même la restauration à l'identique, normalement. Hein. On refait dans le dernier état connu. Donc, c'est vrai que se pose la question, notamment sur les menuiseries ou sur les couvertures, comment faire pour intégrer ces solutions de transition énergétique dans des travaux sur des immeubles protégés. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de discours pour l'instant qui est uniforme sur tout le territoire. Donc, c'est aussi un peu la problématique. Il y a des groupes de travail qui sont en cours. On travaille, par exemple, avec le ministère de la Culture sur les menuiseries, la restauration des menuiseries extérieures et comment, justement, évidemment, on peut adapter ces questions de transition écologique. Pour l'instant, la problématique, elle est qu'il n'y a pas de subventions spécifique à la restauration des monuments intégrant des circuits de transition énergétique. Les subventions, vous en parliez tout à l'heure, il y en a bien sûr, mais pour l'instant c'est sur la restauration et l'entretien du monument à hauteur de 40% maximum pour les inscrits, sans limitation pour les classés, mais avec un cumul possible de subventions publiques qui peut aller jusqu'à 100% puisqu'on est sur un monument historique, mais qui dans les faits n'est évidemment jamais atteint. Il n'y a pas de poche de subventions sur la restauration énergétique. Évidemment, on peut intégrer, lorsqu'on fait de la restauration et qu'on fait un programme de travaux avec un maître d'œuvre, architecte du patrimoine, intégrer bien sûr des solutions de transition énergétique qui seront dans ces cas-là évidemment subventionnées, mais dans la poche de subvention globale restauration-entretien. Et donc c'est vrai qu'il y a les dispositifs actuels comme les certificats d'économie d'énergie ou tous les dispositifs qui sont un peu, on va dire, les mêmes pour tout type de propriétaires privés, pour l'instant ne sont pas forcément très adaptés aux monuments historiques, et toutes les solutions type géothermie, méthanisation, enfin voilà, toutes les solutions qui sont possibles sont évidemment pour l'instant aux frais des propriétaires. Voilà. Les CAUE. Alors les CAUE, les propriétaires privés n'y ont pas vraiment n'ont pas, je pense, l'utilisation de ces services, même si ils sont très intéressants, mais ils ont en général, pour les grosses opérations, ils font appel à des architectes, l'architecte du patrimoine, qui sont des fois des obligations de maîtrise d'œuvre. Donc du coup, ils sont directement en lien avec les services de l'État sans passer par ce service-là. Les CAUE sont des services qui sont très utiles aux particuliers, relativement méconnus, paradoxalement, de nos adhérents. Qui effectivement recherchent une véritable expertise sur le patrimoine, ce qui ne veut pas dire que les CAUE ne l'ont pas, mais effectivement ça fait aussi partie des structures qui sont inégalement réparties sur le territoire, puisque souvent financées par les conseils départementaux et avec des compétences plus ou moins présentes sur des questions patrimoniales. Néanmoins, les CAUE ont tout à fait le mérite d'exister, et étant donné la situation actuelle de la question du patrimoine et de l'architecture sur le territoire, on ne peut que se réjouir de l'existence des CAUE. D'autres questions, monsieur le rapporteur? Sonia de la Promoté. Oui, merci beaucoup. Je laisserai ma collègue intervenir sur les questions de mise aux normes énergétiques pour vraiment préciser ces sujets-là. Moi, j'ai deux questions. Alors, vous avez justement souligné la question des paysages, urbains ou pas, du reste. Même si vous intervenez évidemment sur du bâti, les co-visibilités, ça peut aller très loin quand même. Le grand paysage peut se jouer en kilomètres. Est-ce que vous êtes interrogé ou concerné par des propriétaires privés sur les questions de co-visibilité, je pense avec les énergies renouvelables, je pense entre autres aux éoliennes, aux parcs photovoltaïques, et à tous ces sujets-là? Est-ce que c'est une question montante et dans laquelle vous êtes interrogé? Et est-ce que finalement... ma deuxième question, en dehors de cette question des paysages, mais sur les questions globales de patrimoine, est-ce qu'il vous arrive de faire appel aux ABF quand
justement, le propriétaire est concerné par le rayon des 500 mètres et que vous avez un désaccord avec le permis qui est proposé sur un bâtiment qui est ni inscrit ni classé, mais qui est dans le rayon des 500 mètres. Et là, vous avez évoqué le fait qu'il n'avait pas de recours. Il me semble qu'il peut avoir un recours. Et comment ça se passe dans la négociation avec l'ABF? Parce que finalement, c'est une nuisance pour un monument historique d'avoir une construction qui ne le met pas en valeur, voire le dégrade, puisque c'est l'environnement urbain qui compte aussi dans ces aspects-là. Alors, sur les périmètres des abords, alors la première chose, c'est qu'effectivement, il y a un recours possible, mais qui est normalement par le pétitionnaire. Et le propriétaire d'un monument historique qui génère la servitude des abords, mais qui n'est pas ni le pétitionnaire ni le maire n'a pas accès à ce recours préliminaire normalement, ce recours préalable auprès du préfet de région. Lui, sa seule possibilité, c'est d'attaquer l'autorisation qui va être délivrée. Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir faire de recours contre l'avis de la BF défavorable. Ouais, il va pouvoir attaquer une fois que l'ABF une fois que le permis sera délivré, par exemple. Il pourra attaquer le permis, mais il n'a pas accès à ce recours préalable. Donc, alors même qu'effectivement, il est propriétaire du monument qui génère la servitude. On en avait lors de l'élaboration de ce recours préalable obligatoire auprès du préfet de région. C'est des choses dont on avait parlé avec le ministère de la Culture lors de la loi LCAP de 2016. Et ça avait pas été... ça allait trop loin pour eux. Et c'est vrai que c'était un recours préalable pour le pétitionnaire de l'autorisation, pour l'élu, enfin le maire qui délivre l'autorisation, mais pas pour le monument historique. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur cette problématique suivante, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un périmètre délimité des abords, donc pareil, qui est donc le moyen de sortir de ces 500 mètres avec la notion de covisibilité, nous avions, au moment de la loi LCAP, proposé que le propriétaire privé soit consulté en amont de l'élaboration de ce périmètre délimité des abords, en disant que la personne la plus à même justement de montrer ses covisibilités, de montrer quels sont les espaces intéressants à conserver dans les abords était le propriétaire. Vous voyez que pareil, on allait un peu trop loin dans l'implication du propriétaire de monuments historiques et ils ont réussi à nous mettre dans la consultation au moment de l'enquête publique. Mais on sait tous bien qu'au moment de l'enquête publique, le projet est quand même plus ou moins déjà bordé. Et c'est vrai que, encore une fois, le manque de moyens humains des ABF fait qu'ils n'ont pas forcément le temps aussi d'aller forcément sur place et de se rendre compte aussi parce qu'ils sont tellement sous l'eau entre guillemets que voilà, c'est vrai que ça demanderait un peu plus de personnel pour justement venir sur place à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est un écueil important. Et sur les questions d'éoliennes et de photovoltaïque, donc c'est-à-dire qu'on est en dehors de ce périmètre des abords. Ça parce que c'est non, mais bien sûr. Et alors là, pareil avec les BF, on a le même positionnement, c'est-à-dire qu'on est extrêmement sollicités par nos adhérents qui sont donc impactés par des projets en covisibilité avec le monument. Je ne peux pas vous dire combien il y a de projets en cours, mais il y en a de nombreux. Alors le photovoltaïque commence à émerger un peu. On n'a pas, en termes de positionnement, on est en train de voir un peu comment on se positionne parce qu'on n'est pas à la BEB impact visuel que des éoliennes qui font les 2/3 de la Tour Eiffel. Hein. Donc voilà, et puis c'est vrai que les éoliennes, selon que le monument se trouve sur un piton rocheux ou en bas d'une vallée, l'émergence et la manière, l'effet d'écrasement ou même la saturation visuelle avec d'autres parcs n'est pas la même. Donc voilà, mais c'est sûr que on est très sollicité et pour le coup à ce moment-là on répond à des enquêtes publiques en tant qu'association nationale bénéficiant également de l'agrément des associations de protection de l'environnement et donc on répond à des enquêtes publiques et on va même jusqu'au contentieux bien sûr pour aider nos adhérents parce qu'on considère qu'il y a des impacts qui sont trop importants pour qu'on les laisse de côté. Voilà. Oui, c'est pour rebondir sur cette question des éoliennes et puis pour pouvoir mieux l'évacuer, parce que et on est extrêmement sollicité par nos adhérents et on est obligé sur ce sujet de se limiter en temps de parole en permanence, puisque c'est un sujet tellement explosif qu'on risquerait d'y consacrer toutes nos assemblées générales. Et donc, effectivement, le malentendu, si vous voulez, c'est un sujet qui est crispant.
et qui est crispant à tout niveau, puisque ce qui est crispant, c'est de voir que certains trouveraient que ça embellit énormément le paysage. Enfin, les éoliennes sont nécessaires pour produire de l'électricité, mais elles ont un impact considérable là où elles sont implantées, et on ne peut pas les mettre partout. Enfin, les éoliennes, c'est comme les centrales nucléaires, les centrales à charbon, etc., sauf que c'est vertueux en termes de... Mais en termes d'impact, c'est extrêmement pénalisant. Et c'est pour ça qu'effectivement, on est parfois prêt à aller au contentieux, et là, on est unis entre associations. Quand on a... alors, au VMF, on ne va pas systématiquement au contentieux, mais quand il y a des sujets qui sont extrêmement... qu'on estime extrêmement graves et emblématiques, comme des sites patrimoine mondial de l'UNESCO où on vient implanter des éoliennes, on peut aller au contentieux et on rend service à la France parce qu'on évite à la France de se retrouver avec une inscription sur la liste rouge du patrimoine en péril, ce qui fait un peu mauvais genre au niveau international. Donc on essaye, alors on ne veut pas être les gardiens du temple, mais sur cette question, il est extrêmement grave de constater qu'il y a un saupoudrage généralisé alors que la politique énergétique, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux et on n'est pas du tout, par principe, contre le développement durable, bien entendu. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs à nos délégués quand ils représentent les VMF dans les instances locales. On leur explique bien, on leur rappelle que pour être entendu auprès d'un préfet, on ne peut pas débarquer en disant je suis par principe contre les éoliennes. C'est pas ça l'idée. On analyse un projet et on fait part d'un avis au regard de la situation paysagère, etc. Et c'est comme ça qu'on va être crédible sur le sujet et qu'on peut parfois avoir effectivement être compris, entendu. Alors pas forcément par le promoteur porteur de projet, qui lui il a d'autres intérêts dans l'histoire. Mais ça complique la vie des ABF, parce que quand il y a des gens qui sont sur des questions de matière, de couleur, et à qui on impose des prescriptions, et qu'il y a des éoliennes qui ont été faites juste derrière, et que voilà, enfin, c'est très compliqué de dire, les gens vous disent, attendez, vous avez autorisé des éoliennes derrière chez moi, et par contre vous venez m'embêter pour une histoire de couleur de matière. Je pense que ça complique en plus beaucoup la vie des ABF. Alors c'est vrai que les ABF sur les projets éoliens ils sont sollicités, ils peuvent être sollicités par le préfet, mais ils n'ont aucun poids. Hein. Je veux dire, on est totalement en dehors des abords. Ouais, il y a plein de monde qui vote, mais ce que je veux dire, c'est que ils n'ont pas vraiment leur mot à dire. Alors ils ont des avis qui sont effectivement sur lesquels on peut s'appuyer lorsqu'il y a des enquêtes publiques, mais c'est vrai que souvent c'est un peu... Et voilà. Et d'ailleurs, on avait demandé à ce qu'ils soient ressollicités dans les projets de 10 km. C'était au moment du vote de la loi. Alors, j'ai plus en tête. Le sénateur Germain, l'amendement Germain. Et du coup, ça avait été... Il y avait eu la possibilité de soumettre l'avis de la CRPA, puisqu'on avait considéré que les ABF étaient déjà trop sollicités. Donc, dès lors qu'un projet était en CRPA, dans un périmètre de 10 km autour d'un monument historique, de le soumettre à CRPA. Et on avait été jusqu'au bout, et au final, c'était le gouvernement qui l'avait supprimé à la dernière minute, alors qu'il y avait un consensus parlementaire sur le sujet. On avait été très déçus à l'époque. Voilà, et c'est la question, c'est est-ce que ça pourrait être voté à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Nous, on l'espère, hein, évidemment, en tant qu'association. Pourquoi pas? Sachant que c'est vrai qu'au-delà de ça... Il y a déjà des complications, si vous voulez. Le pouvoir de l'ABF, même dans les abords, a tendance à se réduire, puisqu'on voit que lorsque a été votée la loi LCAP en 2016, il y avait un consensus un peu global sur le rôle de l'ABF et sur ses missions. Et en 2018, la loi Elan, on vient retailler un peu les compétences de l'ABF en supprimant son avis conforme sur les antennes de téléphonie mobile et en le mettant plus au centre des périmètres délimités des abords, et en le mettant en co-construction, avec les maires. Et c'est vrai que on se rend compte que les ABF et les maires, des fois, alors on sait les tensions qui peuvent exister entre ces deux corps, mais il y a aussi bien sûr beaucoup de partenariats, et c'est ce que nous on essaye de mettre en avant. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des pressions qui s'exercent aussi sur eux, je pense, sur certains projets. Donc voilà, donc c'est vrai que ça aide pas forcément. Donc c'est vrai que nous on cherche aussi à avoir une stabilité un peu de ce régime des
des abords qui bon, a fait l'objet d'une énorme réforme en 2016 et qu'on aimerait bien voir un peu stabilisé, que ça soit sur les avis conformes, avis simples, voilà, et que ça soit pas un peu une sorte d'opportunité selon les volontés gouvernementales ou voilà les projets à venir. Voilà. Monsieur Gastebois, vous voulez ajouter quelque chose? La question qu'on se pose effectivement devant ces changements récurrents, c'est est-ce qu'il n'y a pas un peu d'opportunisme du côté de ceux qui veulent mettre à mal la politique patrimoniale, même si elle est extrêmement fragile et finalement pas si impactante que ça. Et donc, on a déjà eu des exemples de cavaliers législatifs qui ont été retoqués et qui essayaient de faire tomber cet avis conforme par tous les moyens. C'était souvent lié à tel ou tel projet, c'était souvent des affaires personnelles, et ça nous semble pas de nature à rassurer les gens qui s'engagent dans la défense du patrimoine et qui, je le disais tout à l'heure, ont besoin d'aide, mais ont besoin aussi du moins possible d'obstacles. Et quand vous avez une maison dans un cœur de village et que les deux projets mitoyens sont catastrophiques et pas encadrés, cette maison-là est vouée à disparaître. Donc c'est la question de ce qui se passe autour, la question de l'instruction des dossiers et la manière dont les services peuvent avoir une certaine efficacité et une certaine assurance est extrêmement importante pour nous. Alors là, par exemple, avec la zéro artificialisation nette, c'est tout à fait vertueux, mais on va avoir des immeubles de 10 étages qui vont pousser partout en prétendant être les nouveaux immeubles éco-responsables, et au mépris de la skyline des villages, au mépris de l'harmonie qui peut régner dans les abords de monuments historiques. On voit bien qu'à chaque nouvelle invention qui part d'un bon sentiment, on se retrouve avec une catastrophe annoncée pour le patrimoine. Merci, Sonia Sabine Drexler, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Alors, en fait, les monuments historiques ont la chance de pouvoir échapper au DPE et puis à tout ce qui est injonction de rénovation énergétique. Donc ça, c'est heureusement. Et voilà. Par contre, il y a la question des abords dont vous avez parlé. Alors, moi, je me pose la question de savoir si, au regard de tout ce qui est en train de se passer, notamment depuis la loi Climat et Résilience, s'il ne faudrait pas s'attaquer, on va dire, à une identification de tout ce qui a une valeur patrimoniale en France, c'est-à-dire de pouvoir reconnaître tout ce qui n'est pas protégé et qui pourtant a une valeur patrimoniale pour lui conférer, on va dire, une forme de protection et peut-être qu'on puisse faire intervenir des ABF ou alors des services des UDAP pour du conseil sur ces biens-là. Alors j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors effectivement, vous voulez dire une sorte d'inventaire général en réalité. C'est ça. Qui existe déjà. Et dont on a déploré sa décentralisation, puisqu'elle a été... la conséquence, c'est que certaines régions ont fait des choses merveilleuses et d'autres ont un petit peu laissé tomber cette politique-là. Mais effectivement, confier aux ABF une mission d'identification du patrimoine me semble tout à fait salutaire, dans le sens où eux-mêmes ont besoin en permanence de hiérarchiser les enjeux, et ils ont cette expertise-là. Quand ils sont dans les abords de monuments historiques, ils ont affaire à tout ce qui est non protégé en soi, mais protégé par le périmètre, et donc ils ont déjà une certaine vision de ce patrimoine. Et donc, par ailleurs, quand ils émettent des avis aux abords, ils ont aussi une action sur du patrimoine non protégé en tant que monument historique. Mais alors, ce qui est important, je pense, c'est d'avoir des bons exemples. C'est-à-dire que quand vous avez un dossier qui
poussé par un propriétaire pour restaurer une belle maison au milieu d'un nombre de maisons dégradées, il faut absolument l'aider parce que cette maison-là, ce projet-là va faire un exemple et va pouvoir montrer que c'est possible, qu'on peut réussir à valoriser le patrimoine dans un tissu urbain constitué. Après, c'est vrai que la limite de l'exercice, c'est évidemment la question des moyens. Hein, et je pense que sans équipe renforcée et sans mutualisation peut-être avec d'autres services de l'État, ça va être compliqué. Et je dis mutualisation avec d'autres services de l'État parce que nous, on constate qu'il arrive bien souvent qu'on ait des politiques contradictoires sur le terrain portées par des services de l'État qui sont tous sous l'autorité du préfet, mais qui mettent chacun évidemment en œuvre les politiques pour lesquelles ils ont été missionnés. Donc l'interministérialité autour de la question du patrimoine nous semblerait salutaire. Ça ne marchera peut-être pas, mais ce qui serait intéressant, ça serait qu'on n'ait pas des dispositifs qui l'empêchent complètement. Alors j'ai pas dit que ça ne marchera pas, j'ai dit que ça ne marche actuellement pas. Voilà, et effectivement, oui, entre les DREAL et les DRAC, notamment sur les questions de continuité écologique, de bief, de voilà, tout ce qui est eau, patrimoine, et la problématique, elle est simplement de faire asseoir les acteurs autour d'une table pour essayer de trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. Et c'est vrai que le plus dur est là. Et c'est là où nous, effectivement, notre rôle en tant qu'association, c'est de dire, attendez, oh là, il y a un problème, et de justement peut-être solliciter le préfet de région, par exemple, quand il s'agit d'une question relative à une douve, un problème de douve et de bief, de moulin, de dire, est-ce qu'on ne peut pas juste essayer de trouver une solution raisonnable pour tous les acteurs ? Donc moi, je rejoins totalement ce que dit M. Gastebois, ça veut dire que pour l'instant, l'interministérialité ne marche pas, mais on n'a qu'un souhait, évidemment, c'est que ça marche. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avions proposé dans nos 20 propositions qu'il y ait un référent transition écologique dans chaque DRAC, capable d'assurer le lien quand, justement, il y a des problématiques. Mais ces problématiques-là, c'est aussi des problématiques, par exemple, sur les commissions de sécurité, pour les services incendie de secours, lorsqu'un monument est ouvert au public, quand il y a des problèmes bloquants entre les pompiers qui veulent installer une porte pare-feu et qu'on a évidemment un escalier 15e, et des fois des dossiers qui sont un peu bloquants, on peut réussir, en fait, on se rend compte que quand il y a du dialogue, en général, on arrive à trouver une solution, mais encore faut-il effectivement qu'il y ait la possibilité et le temps de le faire. Et c'est là où peut-être les moyens alloués devraient être un peu plus conséquents pour justement permettre peut-être un peu plus ces épisodes de conciliation qui sont de toute façon favorables au patrimoine. Vous évoquiez la question du ZAN. C'est vrai que vous disiez, en fait, on va construire des immeubles à côté d'un bien patrimonial voilà, qui va se retrouver isolé. L'autre question autour du ZAN, c'est aussi le fait que c'est finalement le classement F ou G d'un bien qui ne sera pas ensuite forcément restauré, donc qui sera délaissé et qui sera démoli au nom du ZAN également. Et à la place, on va y construire un immeuble justement pour densifier le bâti. Donc ça reste un vrai sujet également, Suzanne. Tout à fait. C'est effectivement un choix de société. Dans les années 30, dans les années 1930, on se demandait s'il fallait tout raser au nom de l'hygiénisme. Aujourd'hui, on se demande s'il faut tout raser au nom de la transition écologique. Nous, on estime que si on rase tout, on va droit dans le mur et on aura un bilan carbone désastreux. Et donc, effectivement, il va falloir se préparer à l'idée de ne pas raser certains édifices. Et d'ailleurs, ceux qui habitent ces édifices et qui n'ont rien demandé à personne ont envie de continuer à les entretenir, même si ça leur coûte énormément et qu'ils portent parfois un fardeau. Et c'est pas évident d'être propriétaire d'un édifice pour lequel on n'a pas forcément d'aide financière, etc. Mais encore une fois, la question... Quand on a, alors, je reviens sur le sujet des architectes des bâtiments de France. Qui n'a pas un beau-frère qui s'est fait refuser un Velux ou une menuiserie PVC, etc. et qui ne connaît pas quelqu'un qui a une dent contre les architectes des bâtiments de France. Si c'est ça le sujet, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un travail collectif sur cette manière d'aborder les choses. Mais le vrai sujet, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'autres acteurs
pour avoir une approche qui ne soit pas uniquement normative et théorique. C'est-à-dire que j'ai parfois entendu des gens qui accusaient les architectes des bâtiments de France de ne pas être des fonctionnaires de terrain. Je peux vous dire que c'est quand même les propriétaires de monuments historiques, les propriétaires de maisons qui veulent faire un effort, les gens qui passent aussi par la Fondation du patrimoine, puisqu'il y a un avis qui est rendu par l'architecte des bâtiments de France pour les dossiers Fondation du patrimoine, tous ces gens-là, ils n'ont pas, non seulement pas à se plaindre des ABF, mais en plus, c'est leurs seuls alliés. Et par rapport à ces histoires de double vitrage, de menuiserie PVC, de toutes sortes de sujets comme ça, quand on a une menuiserie ancienne, avec un verre ancien, verre soufflé, une menuiserie qui a une valeur patrimoniale. Vous savez ce qu'elle va devenir si on la démonte pour mettre une fenêtre en PVC à triple vitrage? Elle va partir dans les déchets ultimes. Elle ne va même pas être recyclée, elle va être au milieu des tas de polystyrène, des tas de déchets non recyclables, puisqu'elle est constituée de fer, de verre et de bois, avec parfois de la peinture. Donc c'est considéré comme un déchet non recyclable. Donc en démontant, en détruisant le patrimoine, on crée des déchets soi-disant ultimes, et on est en fait dans une logique de gaspillage terrible, quand l'entretien, lui, permettrait d'avoir un bilan bien plus intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a animé lors du dernier Salon du patrimoine une conférence qui s'intitulait « L'entretien du patrimoine au service de la sobriété énergétique ». Et la salle était pleine. Je peux vous dire que ça intéresse énormément les gens de s'entendre dire qu'ils ne sont pas coupables, ils n'ont pas... ils ne sont pas responsables du réchauffement de la planète plus que d'autres. Enfin, voilà, il y a vraiment des... Et c'est souvent des gens qui se chauffent très peu, vous voyez, des gens qui sont méritants à plus d'un titre. Je ne demande pas qu'on leur donne des médailles, mais simplement, il faut comprendre que ces gens-là sont tout à fait sensibles aux questions de rénovation énergétique, et ils ont leur idée sur la question. Et ces idées-là sont souvent trouvent écho chez les ABF, mais pas chez grand monde d'autres. Donc effectivement, c'est une question qui mérite d'être approfondie. La présidente, merci beaucoup, madame, monsieur. Oui, je pense qu'on se retrouve dans beaucoup de vos propos, madame, monsieur. Après, la difficulté, c'est que il y a autant de situations que d'ABF, et que tous les élus n'ont pas, je ne sais pas comment dire, le même engagement, les mêmes connaissances prérequises, et sont soumis aussi aux pressions des voisins des monuments historiques. Je pense que le sujet, c'est ça, c'est comment aussi, c'est tout ce que vous avez dit, mais aussi comment on concilie la cohérence dans le travail des ABF avec les habitations qui sont voisines en fait et riveraines, et qui se trouvent, je dirais, soumises à un certain nombre de contraintes. Moi, dans mon expérience d'élu, j'ai plutôt constaté qu'il y avait aujourd'hui, parce qu'à un moment vous avez dit elles ne sont pas assez protégées, les demeures historiques. Alors je voulais savoir d'abord si vous aviez des chiffres, comment vous étayez cette déclaration. Personnellement, moi je pense que c'est plutôt le petit patrimoine qui n'est pas assez protégé, et qu'on voit dans nos communes disparaître toutes les semaines des portes à clous, enfin, voilà, des éléments de patrimoine, voilà, et pour lesquels, alors là pour le coup, sauf à avoir vraiment un document d'urbanisme qui soit... C'est très compliqué. Donc voilà, ma première question, c'est quand vous dites qu'elles ne sont pas assez protégées, et voilà, est-ce que vous avez des éléments pour l'étayer? Et puis l'autre question, c'est plus à madame, puisque vous avez commencé à l'évoquer, c'est globalement, donc, qu'est-ce que vous proposeriez comme disposition pour renforcer en fait le pouvoir des ABF? Alors je pense qu'on est tous très sensibles à ce que vous avez dit par rapport notamment au parc éolien. Moi, je suis en Bourgogne, il y a un projet derrière Vézelay. Enfin bon, voilà, on se trouve dans des situations qui sont un peu incroyables. Et c'est vrai que si je reviens au débat du grand public, c'est que les gens se disent, moi j'ai beaucoup de contraintes,
puis à côté de ça, on met des parcs éoliens partout, quoi. Où est la cohérence? Donc voilà. Est-ce que vous avez des propositions peut-être par rapport à... Alors sur votre première question, je pense que sur les demeures historiques non protégées, je pense que c'était plus pour monsieur. Voilà. Parce que nous, on pense que effectivement, en tout cas, le dispositif monument historique est déjà bien, en tout cas, bien calé. Après, effectivement, il y a tout un travail à faire sur le patrimoine non protégé vernaculaire. Alors sur les propositions, c'est compliqué, hein, comme ça, brûle pour point, de faire une. Je pense que les ABF, enfin, c'est tel qu'on le ressent, hein, un peu, hein, c'est d'ailleurs en discutant avec les associations nationales des architectes des bâtiments de France, qui eux peut-être effectivement auront aussi leurs propres propositions, mais surtout on a un sentiment un peu de solitude vis-à-vis de ils se sentent un peu seuls, j'ai l'impression, par rapport à pour faire accepter aussi leurs propositions. Donc je pense que, en tout cas moi ce que j'ai ressenti, c'est que les ABF étaient un peu seuls sur tout ce qui est autorisation dans les espaces protégés. C'est-à-dire qu'autant, parce que, donc, comme je disais, il y a cette casquette autorisation de travaux, où il y a quand même une vraie collégialité avec les conservations régionales des monuments historiques sur les travaux, voilà. Mais sur les espaces protégés, on a l'impression des fois qu'ils sont un peu seuls contre tous, hein, quand il s'agit d'imposer des prescriptions sur un avis, sur un PLU patrimonial ou sur des choses comme ça. Et donc, moi, je pense que le renforcement des équipes est avant tout le plus important. Après, des propositions. Moi, j'ai peur, par exemple, qu'en leur ajoutant des compétences, comme par exemple cette compétence que je trouvais très intéressante sur l'inventaire, moi, je pense que ça me semble un peu trop peut-être pour eux à l'heure actuelle, et je pense que ça commence peut-être pour rendre la charge de travail, et je pense que l'efficacité de rôle des ABF commence peut-être par redéfinir un peu quelles sont leurs compétences, quels sont leurs vrais rôles, là où ils sont peut-être plus efficaces, et voilà, et peut-être les décharger de certaines missions au profit d'autres. Et voilà, peut-être une clarification et un renforcement des moyens humains. Enfin, voilà, à l'heure actuelle. Alors après, je permettrai d'en rediscuter avec ma direction, et on mettra ça dans notre note finale. Mais on n'a pas pour l'instant identifié vraiment de propositions d'amélioration, si ce n'est, je vous dis, clarification et renforcement. Pour revenir sur votre question sur le fait que le patrimoine ne serait pas assez protégé, en fait, alors j'ai cité tout à l'heure les sites inscrits. Les sites inscrits, c'est un dispositif qui n'est pas très protecteur. Ça, c'est d'ailleurs, on parle souvent de désinscription de certains sites parce qu'ils sont partis un petit peu sur urbanisation, etc. Ce que je voulais dire par là, c'est que d'une part, 45 000 monuments historiques en France, c'est pas énorme. Si on compare le nombre d'édifices protégés en tant que tels au Royaume-Uni, c'est 10 fois plus. Donc on n'est pas les champions du monde de la protection du patrimoine, contrairement à ce qu'on voudrait penser. Ensuite, alors c'est vrai que nos 45 000 monuments historiques sont sans doute mieux protégés que ceux du Royaume-Uni. Mais disons que l'inventaire, l'identification de ces édifices, quand on parle d'édifices non protégés, il y a un patrimoine formidable, fabuleux, mais il n'est pas systématiquement inventorié, et il est protégé de manière parfois un petit peu sournoise au détour d'un monument et de ses abords et de covisibilité, etc. Quand on a une belle maison située aux abords d'un édifice protégé, l'architecte des bâtiments de France, il est un petit peu fragile juridiquement quand il explique que abîmer cette maison-là nuit aux abords du monument protégé. Parce que s'il n'y a pas de covisibilité, il va être un petit peu fragile dans son avis. Donc effectivement, dans ces zones-là, si on n'a pas de SPR ou un document plus protecteur, on va avoir une protection assez fragile. Donc c'est ça que je voulais dire. Alors effectivement, faire des tas de SPR, ça prend du temps et c'est compliqué. Mais n'empêche que si on veut avancer sur cette question-là, alors cette mesure-là, cette disposition-là a un intérêt majeur,
c'est qu'elle engage la collectivité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des collectivités qui sont plus moteurs que d'autres en matière de protection du patrimoine. Et je pense que tout naturellement, l'architecte des bâtiments de France va avoir envie de passer un peu plus de temps avec des élus volontaires qu'avec des élus qui systématiquement font des recours contre son avis. Donc à moyen égal, une collectivité volontaire va avoir davantage de facilité à créer un partenariat, même non écrit, mais des rencontres fréquentes et puis une action forte autour du patrimoine. Et je pense que c'est aussi l'occasion de dire qu'on ne peut pas tout attendre des services de l'État. Il y a quand même un vrai échange sur le terrain à avoir avec les élus, avec les associations, avec les acteurs du patrimoine. Et donc effectivement, cette dynamique autour du patrimoine, elle est parfois rendue fragile par ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des mesures législatives évolutives. Voilà, et on se demande parfois s'il ne faudrait pas inscrire le patrimoine dans la Constitution une bonne fois pour toutes, comme ça existe en Italie, plutôt que d'avoir en permanence des allers et retours sur cette question patrimoniale. Est-ce que la France fait partie des pays pour qui le patrimoine compte au point de l'inscrire dans la Constitution? C'est une question qu'on pourrait se poser, par exemple. Voilà une belle bataille à mener. On ne va pas l'ouvrir aujourd'hui. Ceci dit, deux choses. Il nous a été suggéré, parce que, comme l'a dit le rapporteur, depuis qu'on fait des auditions, on a alerté sur le manque de moyens humains des ABF et ce rôle de conseil qu'ils n'arrivent plus à exercer, qui éviterait certainement pas mal de recours et permettrait en tout cas une construction et présentation de travaux qui collent avec les exigences qui sont sur un secteur. On nous a proposé deux choses. La première, c'est éventuellement de supprimer l'enquête publique dans les PDA. Voilà, ben je vous le pose. Et la deuxième chose, vous en avez parlé, Madame Proust, 2 ou 3 fois, un document d'urbanisme spécifique qu'on annexerait au PLU, qui serait élaboré en même temps que le PLU, qui sera fixé en concertation entre les élus, l'ABF et les habitants, où il y ait quelques directives en matière de rénovation du patrimoine bâti, notamment autour des monuments historiques, par exemple sur les couleurs de menuiserie et la nature des matériaux autorisés. Alors vous en avez parlé, vous avez dit aussi qu'on ne peut pas uniformiser les choses sur toute la France, mais voyez, sur un secteur, peut-être définir des matériaux ou des couleurs qui sont... Voilà, merci. Oui. Sur votre première question, excusez-moi, j'étais partie sur... Tout de suite réagissez. Pourtant, c'est l'enquête publique dans oui. les... Oui. Pourquoi j'ai oublié ça? Alors, oui, bien sûr. Alors en fait, oui, c'est ça, l'enquête publique au moment de la création du PDA ou au moment de la modification du PLU et de la création du PDA. Évidemment, nous sommes contre. À partir, alors sauf à ce que le propriétaire soit consulté en amont et que son avis soit force de proposition, enfin soit force un peu importante. Mais là, à l'heure actuelle, le fait de ne pas avoir d'enquête publique reviendrait à avoir finalement un PDA construit par le maire, éventuellement avec l'ABF qui acquiesce ou pas sa proposition dans certains cas. Et donc ça veut dire sans aucun avis possible de la part de la population comme des associations. Ça nous semble dangereux. Maintenant, après, il faut voir dans quelle mesure cette suppression d'enquête publique serait accompagnée d'un autre dispositif permettant de se prononcer à un moment donné sur ce... Parce qu'en fait, finalement, malgré tout, alors moi, on écrit à la demeure historique beaucoup de courriers lors des enquêtes publiques sur les PDA. Parce qu'on se rend compte, si vous voulez, que ces PDA donc, sont parfois créés à l'initiative de l'ABF et le maire est d'accord, ou soit par le maire
et soumis à accord de l'ABF. Donc c'est vraiment à double initiative. Et c'est vrai que cette enquête publique, ce moment où on arrive à dire, écoutez, là, on est d'accord sur cette partie-là, mais par exemple, en soutien évidemment de notre adhérent, en disant cette parcelle-là, il y a quand même une covisibilité importante, donc, et comme par hasard, ça s'accompagne de la restructuration du marché local et de la création de... Enfin voilà, donc en général, souvent, le PDA est aussi l'occasion de supprimer quand même des parcelles des abords. Alors, c'est vrai que l'intérêt du PDA, c'est qu'il n'y a plus de notion de covisibilité, puisque l'ABF n'a plus à se prononcer sur la visibilité ou pas. C'est un avis conforme. Voilà, donc ça, c'est vrai que pour l'ABF, c'est beaucoup plus simple. Mais on ampute quand même, en général, les 500 mètres. C'est rare qu'on ait des PDA où on a une augmentation à plus de 500 mètres. Bon, ça peut arriver, mais dans des zones, on va dire, qui sont moins sous tension. Et ce que je veux dire, c'est que nous, on n'est pas des ayatollahs des abords et on n'est pas contre toute forme d'urbanisation. On est bien conscient des enjeux aussi des collectivités à se développer. Mais c'est vrai que cette enquête publique permet quand même d'avoir un affinage de ces plans, de ces PDA, en disant « Ah ben oui, là, effectivement, on est d'accord, on peut rajouter ça. » Voilà, c'est une forme de dialogue qu'on n'a pas forcément en amont avec le propriétaire, j'entends. Parce que je me doute bien que, effectivement, les élus comme les ABF en discutent, mais encore une fois, le propriétaire, lui, est un peu exclu du dialogue. Alors, il peut arriver, évidemment, qu'il soit sollicité par l'ABF en amont, mais ce n'est pas forcément souvent le cas. Et c'est vrai qu'on avait demandé à ce qu'il soit au moins questionné au moment de l'enquête publique, parce que des fois, il y en avait certains qui n'étaient même pas au courant qui avaient des enquêtes publiques de modification des périmètres des abords. Parce que finalement, les PDA ne sont que les anciens périmètres de protection modifiés qui existaient déjà avant. Voilà, on n'a pas créé. Sauf qu'il y avait encore cette notion de covisibilité qui a disparu avec les PDA. Donc voilà, donc nous on n'est évidemment pas contre, on est contre la suppression de l'enquête publique, mais par contre il faudrait que ça s'accompagne d'un vrai discours, d'un vrai dialogue avec pourquoi pas les associations, en tout cas locales, pas forcément nationales, et du moins le propriétaire. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'était, pardon, je suis partie. C'était sur un document. Ah oui. Oui. Bien sûr. Mais alors c'est vrai qu'il existe déjà ce qu'on appelle des plus patrimoniaux, c'est-à-dire que c'est des plus où on a la possibilité, on a la possibilité déjà à l'heure actuelle d'avoir dans des zones des réglementations qui sont très très détaillées sur les matériaux qu'on souhaite utiliser, voilà. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de créer quelque chose. Je pense que les outils actuellement réglementaires permettent, je pense, de faire ça. Et évidemment, je pense que dans le discours, dans le dialogue entre les élus, entre les pétitionnaires des autorisations d'urbanisme et le propriétaire du monument qui génère la servitude, le fait d'avoir des règles préétablies et en tout cas plus claires permettent d'éviter forcément les ennuis, enfin en tout cas les contentieux. Même si on aura toujours quelqu'un qui n'aura pas connaissance de ce PLU et qui dira moi je voulais faire ça, mais bon, en général après c'est quand même aussi l'utilité de chacun de voir un peu ce qui se passe quelle est la réglementation applicable à sa zone résidentielle, je pense. Oui. Non, je souscris tout à fait à ce qui a été dit sur les PDA. Effectivement, l'enquête publique, c'est quand même un point de démocratie locale essentiel. Enfin, c'est quand même effectivement non pas une contrainte qu'il faudrait inclure dans un package de simplification, mais par contre, effectivement, la garantie pour chacun de s'exprimer. Et ce qui fait la richesse... Alors, historiquement, le périmètre de 500 mètres, il correspondait à l'église au milieu du village, et puis ça prenait le village. Donc, on se rend bien compte que nos 36 000 communes, déjà, ne sont plus 36 000, et ont évolué, se sont étendues. Et donc, on a besoin d'adapter, alors non pas forcément systématiquement d'étendre. Alors, il y a un PDA géant, c'est le trou de serrure de Versailles, 100 km². Mais voilà. Donc, mais il peut y avoir toutes sortes de PDA, en fait. C'est vrai. Et il y a des enjeux qui sont considérables, effectivement, et qui doivent être discutés dans une enquête publique. Et là, effectivement, on est avec ces PDA, on protège mieux, puisqu'on n'est plus dans une notion
non-covisibilité, etc. Oui, c'est vrai que les enjeux d'un PDA en zone rurale et les enjeux d'un PDA dans une zone très urbanisée ne sont absolument pas les mêmes en termes d'impact des constructions. Voilà, forcément. Nous, on fait très attention à ce qu'on appelle l'urbanisation programmée, c'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir une première construction dans un espace qui est vierge, en fait, va engendrer finalement une sorte de voilà, dire, ah bah c'est déjà construit donc on y va, et après du coup c'est le début, c'est le début d'une, donc voilà, et évidemment ça c'est ce qui marche pour les entrées de ville, ce qui est aussi dans les zones rurales où voilà les constructions peuvent amener d'autres constructions. Mais quand je me permets, bien sûr. Mais quand le PDA a été abordé, dans l'idée c'est très bien, le problème c'est que très peu le font, tellement c'est complexe, tellement c'est long. Et en fait, ceux qui ont évoqué de passer l'étape de l'enquête publique, c'était plutôt sur le thème, on met autour de la table le maire, l'ABF, alors je ne sais pas si c'est des associations comme les vôtres, mais des spécialistes du sujet du patrimoine. Voilà. Et c'est comme ça qu'on essaie d'établir la carte, parce que l'enquête publique, évidemment, il faut être ça dans un village, vous n'allez être que dans la contradiction d'intérêts particuliers. Enfin, on va être en plein dedans. Et sur le fond, pour ceux qui ont vécu des enquêtes publiques, bon, c'est bien, les gens viennent témoigner, je ne suis pas complètement convaincu de l'exercice démocratique, même si dans la forme il est très utile. En fait, ouais, l'idée était de mettre alors ceux qui l'ont abordé, c'était plutôt de mettre des spécialistes du sujet du patrimoine pour travailler la cartographie. Oui. Mais bon, moi j'ai envie de vous dire que la France rurale n'est pas désespérante. C'est-à-dire qu'il y a encore des tas d'endroits en France où on arrive à se parler, où on a une... et c'est vrai que, évidemment, on aimerait que ça soit partout comme ça, mais les enquêtes publiques qui dégénèrent, c'est souvent... le sujet même de l'enquête comporte des intérêts particuliers. Donc quand on est... Exactement, mais là pour le coup c'est le top des intérêts particuliers. Mais quand vous avez un PDA qui est fait pour l'intérêt général et pour le patrimoine d'une commune, l'enquête publique n'est pas la foire d'empoigne. Enfin, c'est un petit peu à la marge. Non, mais je veux dire, moi, j'ai l'impression que c'est déjà très, très dur de mobiliser les gens sur une enquête publique, hein, clairement, mais on le voit même sur l'éolien, hein, sur des projets, des fois, on a 400 contributions sur un énorme projet, et parce qu'en fait, je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte, et donc, du coup, sur une enquête publique, sur une modification d'un PLU, où on va avoir un changement de zonage, et éventuellement la modification du périmètre de 500 mètres, c'est compliqué de mobiliser les gens autour de ce sujet-là. Et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, de toute façon, c'est un sujet où on doit avoir une connaissance un peu puis de savoir déjà ce qu'on veut protéger, et puis avoir un peu les personnes intéressées autour du sujet pour pouvoir créer un projet commun. Et je pense que c'est là tout l'enjeu, c'est effectivement de ne pas avoir l'ABF aussi comme un empêcheur de tourner en rond, mais de le voir comme une personne, comme un partenaire. Et nous, à la Demeure historique, nous, on voit les ABF comme des partenaires, comme les services de l'État. Forcément, je me doute bien qu'il y a des fois des projets qui cristallisent un peu les tensions. Et je pense à ces maires en Picardie qui avaient lancé une pétition contre un ABF. Voilà, mais c'est que je pense quand même que le but, c'est de remettre l'ABF au cœur de cet échelon de proximité du patrimoine, mais en lui laissant la possibilité d'exercer ses missions de manière sereine. Parce qu'en fait, encore une fois, quand on doit assurer la maîtrise d'œuvre sur les monuments État, quand on doit faire les espaces protégés, quand on doit donner les autorisations de travaux sur les labellisés, quand on doit... voilà, enfin, je vais dire, à un moment, avec une équipe de 5 personnes sur un département, et on doit faire des PDA, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on est à la bourre sur la création de ces PDA par rapport à ce périmètre de la loi LCAP. Parce que je veux dire, c'est qu'il faut être un peu cohérent par rapport à ce qu'on attend d'eux, parce qu'on ne peut pas leur demander l'impossible. Et c'est dans ce sens-là que le manque de moyens humains est primordial. Enfin, c'est le cœur, c'est le nerf de la guerre. Comme un peu, des fois, les financements pour la restauration des monuments. Je veux dire, on ne peut pas avoir un patrimoine monumental satisfaisant, en état sanitaire satisfaisant, si on n'alloue aucune subvention pour aider les propriétaires. Enfin, je veux dire, voilà, c'est juste être cohérent avec ce qu'on attend des ABF pour pouvoir leur permettre d'exercer leur mission sereinement au service du patrimoine.
500 000 dossiers par an, 189 Non, mais voilà. ABF. Je crois que c'est à peu près 13 avis rendus par jour. Voilà, et sachant que les avis qui donnent, le silence de l'ABF vaut accord, donc forcément, ben, on ouvre la boîte de Pandore aussi un peu. Voilà. Alors, Anne-Catherine Noisy avait encore une question. Voire même aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur les RNU autres, on a même parfois, sans parler de l'ABF, non-retour bien sûr pour des RNU dans les délais. Alors là, on voit fleurir... parce qu'on a parlé des ABF, mais on observe de manière globale des très gros dysfonctionnements dans les directions régionales des affaires culturelles. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une tension énorme sur les délais de délivrance des autorisations de travaux, de subventions. On sent que c'est... Alors, est-ce que c'est des effets de la loi NOTRe et de la réforme des régions? Parce que ce qu'on observait dans certaines régions fusionnées, comme des grosses régions comme Auvergne-Rhône-Alpes ou comme Nouvelle-Aquitaine, qui est un espèce de monstre du sud-ouest, on commence à l'observer aussi dans des régions qui n'étaient pas donc qui n'avaient pas été fusionnées comme PACA, comme Île-de-France. Donc on sent une tension des services sur le terrain et qui nuit finalement derrière à la protection du patrimoine. Alors justement, moi j'avais deux petites questions face à cette réorganisation de l'urbanisme et de l'instruction des permis de construire. Je voulais savoir ce que vous aviez comme expérience sur les PLUI. Est-ce que vous trouvez que du coup les dossiers sont mieux instruits? Est-ce que c'est aussi... Enfin, moi, je le décode comme ça, la volonté de l'État de se débarrasser peut-être un petit peu de l'instruction d'un certain nombre de permis de construire en direct, donc pour ces fameuses communes en RNU, et de pousser à faire des PLUI. Donc, est-ce que vous constatez que ça pourrait être mieux? Et puis, juste pour revenir sur le fait qu'effectivement, le cœur du problème, je pense que les ABF... Alors c'est comme dans tout, il y en a des disponibles, il y en a qui ont envie de parler, il y en a qui n'en ont pas. Bon, voilà. Mais le cœur du problème, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas le temps. De toute façon, ils n'ont pas la disponibilité. Et donc, moi, je trouve que c'est assez intéressant aussi peut-être de voir quels sont les acteurs autour d'eux qui peuvent opérer en ce sens. Et ce que je voulais juste dire, c'est que moi, j'observe que, par exemple, dans un territoire comme le mien, entre les parcs naturels, qui ont aussi un certain nombre de chartes, qui ont d'ailleurs un ABF en leur sein, et même un certain nombre de PETR qui sont impliqués, qui font aussi des recommandations sur les couleurs, sur l'habitat, voilà. Donc je pense que c'est aussi, il y a certainement un enjeu à mobiliser tous ces échelons comme ça intercommunaux dans une approche peut-être plus globale et voilà, concourir à la sensibilisation, de ne pas laisser le dialogue maire en fait ABF, quoi, parce que voilà, ça cristallise aussi les problèmes. Donc les PLUI, est-ce que vous constatez que ça va mieux ou pas? Alors on constate qu'il y a la mutualisation permet parfois une professionnalisation plus importante. Et les bureaux d'études qui travaillent sur des PLUI ne sont pas ceux qui faisaient chaque petit PLU en copier-coller. Donc on a quand même eu à déplorer pendant des années des règlements qui étaient un peu à côté de la plaque et qui généraient un urbanisme assez désastreux, etc., sans que ce soit une mauvaise intention du maire et du conseil municipal, mais c'était plutôt l'absence de compétences du bureau d'études qui était le moins cher du quartier et qui en faisait par dizaines. Donc effectivement, on voit des PLUI qui sont faits par des équipes pluridisciplinaires qui ont enfin les compétences requises, y compris patrimoniales. Et ça, c'est quand même assez réjouissant. Le revers de la médaille, c'est que ça prend des années. Vous avez des PLUI qui mettent... Enfin, moi, j'en ai un en tête dans la Manche en particulier, qui est aussi bien fait que long à sortir. Et donc, il faut arriver à le faire valider par tout le monde. Et ensuite, il est parfois un petit peu détricoté avant d'être mis en œuvre. Mais c'est vrai que si il pouvait sortir tel quel, ce serait super. Mais il n'est pas encore opposable. Et donc, ça pousse aussi à... Enfin, ce qui va avec, vous le disiez, c'est les services instructeurs intercommunaux doivent aussi monter en compétences, monter en puissance. Et le jour où on aura un corps d'architectes urbanistes territoriaux qui correspondra au corps des architectes urbanistes de l'État, la Terre tournera peut-être pas plus vite, mais en tout cas, on aura une véritable avancée.
Parce qu'effectivement, les architectes des bâtiments de France souffrent parfois d'un manque d'interlocuteurs sur le terrain. Et donc, c'est vrai que cette piste-là, non pas de fusion absolue de toutes les communes pour en faire des villes nouvelles, etc., c'est pas ça le sujet, mais de mutualisation des questions d'urbanisme et de patrimoine sur un territoire. On parlait de la couleur des volets et des matériaux. On voit bien que dans une communauté de communes, on a quand même un certain nombre de sujets communs sur les matériaux locaux. Et souvent, la communauté de communes, alors moi je vais parler de ma bonne ville de Coutances, qui a une pierre très particulière avec des veines noires, vous voyez, et ce qu'on appelle la diorite de Cambernon. Et bien, cette pierre-là, on la retrouve sur quasiment toute la communauté de communes, et c'est un sujet, rien que cette pierre-là, c'est un sujet commun en termes de patrimoine. Ça vous parle Et à Montmartin-sur-Mer, il y a un granit gris qui est tout à fait, un calcaire gris, excusez-moi, ma langue a fourché, un calcaire gris qui servait à fabriquer de la chaux, qui est très particulier, qu'on ne trouve qu'ici, et ça parle non seulement aux gens de Montmartin, mais aux gens d'Hauteville-sur-Mer, et en fait, ça paraîtrait effectivement aberrant de continuer à avoir un PLU par commune. Donc le PLU intercommunal de la communauté Coutances, Mer et Bocage, je suis impatient qu'il sorte. Je pense que d'ailleurs les PLUI sollicitent les CAE quand ils le peuvent, peut-être, pour justement avoir... Voilà, non mais c'est ça. Et c'est là où justement, pour rebondir sur votre deuxième question, les acteurs qui pourraient peut-être aider les ABF, je pense que les CAE sont peut-être les plus à même à prescrire, ou en tout cas peut-être aider à orienter sur des décisions quand il y a des... Voilà, pourquoi pas. Après, il y a les CRPA, mais... Bon, après, de toute façon, tout ce qui est monument historique doit, selon nous, rester dans le giron des services de l'État en termes de prescription. Mais après, pour tout ce qui est abord et SPR, oui, je pense que c'est une bonne idée. Nous allons conclure ainsi par vos paroles. Je vous remercie Merci à vous. D'être venu, d'avoir accepté de participer à nos échanges. Merci infiniment. Merci à vous. Et alors, donc, vous pouvez nous envoyer par écrit ce que vous aviez préparé et compléter suite aux questions qui vous ont été posées. Je vous en remercie. Pour le 4 juin. Merci. Merci à vous.